Lorsque l'on évoque l'hypothèse d'un inside job, le public incrédule se justifie parfois en avançant l'argument « Si c'était vrai, quelqu'un aurait parlé ». Eh bien oui, des personnes ont parlé. Certains publiquement, comme Kevin Ryan, d'autres de manière anonyme. Si Kurt Eichenwald a eu accès à tous les pédibis envoyés au président au cours de l'été 2001, c'est bien qu'il avait un informateur, car cette documentation est totalement secrète. Ce n'est pas une exagération de dire que son livre vaut largement l'enquête du Watergate. La déposition de Condoleezza Rice et l'enquête d'Eichenwald sont des pièces capitales du dossier du 11 septembre. Combinées, elles apportent la preuve d'une trahison au sommet de l'État. Et en voici la preuve. Nous l'avons vu à plusieurs reprises, à un degré ou à un autre, les terroristes ont bénéficié d'un soutien sur le sol américain, et en particulier du NORAD, qui a failli de manière flagrante et incompréhensible dans sa mission d'interception des avions détournés. Revenons quelques instants sur cette journée du 11 septembre. Le président Bush est en Floride. Le chef d'état-major de l'armée et Colin Powell sont en déplacement à l'étranger. Et la défense aérienne est très largement mobilisée dans des exercices en vol du nom de code Global Guardian, exercice qui curieusement inclut la simulation d'attaques terroristes. C'est le vice-président Dick Cheney qui assume la supervision de ces manœuvres. Dès le début de l'attaque sur le World Trade Center, Dick Cheney descend dans le bunker de crise, au sous-sol de la Maison-Blanche, lorsque survient le ministre des Transports, Norman Mineta. Norman Mineta est alors le seul ministre démocrate du gouvernement, et aussi avec Colin Powell, le seul ancien combattant. Il ne fait pas partie du groupe des néoconservateurs. Écoutons son témoignage devant la commission d'enquête. During the time that the airplane coming in to the Pentagon, there was a young man who would come in and say to the vice president, the plane is 50 miles out, the plane is 30 miles out. And when it got down to the plane is 10 miles out, the young man also said to the vice president, do the orders still stand? And the vice president turned and whipped his neck around and said, of course the orders still stand. Have you heard anything to the contrary? Well, at the time I didn't know what all that meant. Cette vidéo largement diffusée sur Internet, beaucoup n'en comprennent pas la portée capitale, car le plus souvent elle est diffusée dans sa version réduite, sans être confrontée à d'autres témoignages. Écoutons la suite pour bien en comprendre la signification. At the time, I didn't really recognize the significance of that. And then later I heard of the fact that the airplanes had been scrambled from Langley to come up to D.C. But those planes were still about 10 minutes away. And so then at the time we heard about the airplane that went into Pennsylvania, then I thought, oh my God, did we shoot it down? And then we had to, with the vice president. Mineta nous explique donc qu'il a alors pensé que les ordres dont il était question ne concernaient pas le vol American Airlines 77 qui fonçait sur le Pentagone, mais le quatrième avion, le vol United Airlines 93, qui 40 minutes plus tard allait s'écraser à Shanksville en Pennsylvanie. Eh bien, Mineta s'est trompé, ou bien il a menti. Comment pouvons-nous en être si sûrs? Si vous avez suivi ce film avec attention, vous avez la réponse. Rappelez-vous en effet l'intervention du sénateur Dayton après avoir pris connaissance des conclusions de la commission d'enquête. NORAD was unaware that the plane had even been hijacked until after it crashed into the Pentagon at 9:34. Rappelez-vous aussi les enregistrements du NORAD
rendu public en 2006, soit 2 ans après la fin des travaux de la commission. But I will tell you, I've listened to these tapes, most of them, and it's very, very clear from them that President Bush doesn't even give the shoot-down order, as you pointed out in the lead-in piece, until 15 minutes after the planes are all down. The attacks are completely over. Ainsi donc, au moment où Mineta surprend la conversation de Dick Cheney dans le bunker de commandement au sous-sol de la Maison-Blanche, le NORAD n'avait reçu aucun ordre d'abattre un quelconque avion de ligne en vol. Il ignorait même qu'un avion avait été piraté. Les ordres dont il est question entre Dick Cheney et le jeune homme ne pouvaient être autre chose que de laisser faire. Pour beaucoup d'analystes, cette déposition est le deuxième smoking gun du 11 septembre. Et ils ont raison. Car comme on le faisait à Moscou à l'époque de Staline pour effacer Trotsky des photos d'archives, ici c'est toute la scène dans le bunker que la commission a fait disparaître. Elle a en effet publié dans son rapport un emploi du temps du vice-président incompatible avec sa présence dans le bunker à cet instant-là. Or Mineta n'est pas fou. Et il n'a pas pu se tromper, car l'heure du crash sur le Pentagone est connue à la seconde près. En 2006, Norman Mineta s'est retiré de la vie politique, et il n'a plus jamais parlé de cette affaire. Au vu de cet anachronisme, suivi d'un gros mensonge, vous comprenez pourquoi les membres de la commission ont été à 2 doigts de s'en remettre à la justice, et aussi le sens des paroles de John Farmer, évoquées un peu plus tôt. Un dernier document apporte un éclairage spectaculaire sur cette volonté d'en finir avec Saddam Hussein au plus vite et à n'importe quel prix. Au début de l'année 2012, Alastair Campbell, journaliste puis écrivain à succès mais qui fit surtout un proche conseiller de Tony Blair pendant sa période de Premier ministre, a rapporté dans ses mémoires qu'à la fin de l'année 2002, Ariel Sharon avait confié à George Bush qu'il n'hésiterait pas à recourir à l'arme nucléaire sur la ville de Bagdad si l'Irak s'aventurait à envoyer des Scud sur le territoire israélien, comme en 1991. Rappelons que ces missiles très primitifs n'avaient causé qu'un nombre insignifiant de victimes. Que faut-il donc penser de tout cela ? Il est temps d'expliquer ce qu'est l'option Samson. L'option Samson est le nom donné à la stratégie de dissuasion nucléaire d'Israël. Elle signifie que si Israël se trouvait un jour menacé de destruction, il n'hésiterait pas à envoyer plusieurs centaines de bombes atomiques sur des dizaines de cibles, y compris en Europe de l'Ouest. Vous ne croyez pas un mot à cette folie. Eh bien, vous avez tort. En 1973, Israël avait armé 13 bombes nucléaires. Et Golda Meir avait un doigt au-dessus du bouton de mise à feu et de l'autre main tenait le téléphone avec Washington à l'autre bout du fil. En 1991, Israël tenait pointés sur Bagdad plusieurs missiles dotés d'ogives nucléaires prêtes à faire feu. En 2003, Martin van Creveld, un professeur d'histoire militaire de l'Université hébraïque de Jérusalem, écrivait dans le quotidien britannique The Guardian, je cite, « Nous possédons plusieurs centaines de têtes nucléaires, et nos fusées peuvent les lancer dans toutes les directions, y compris Rome. La plupart des capitales européennes sont des cibles pour notre force aérienne stratégique. Moshe Dayan disait d'ailleurs qu'Israël doit être comme un chien fou, trop dangereux pour être molesté. Nous devons faire notre possible pour éviter d'en arriver à cette extrémité. Cependant, je vous assure que nous avons la capacité de détruire le monde entier, et je peux vous assurer que cela arrivera avant qu'Israël ne disparaisse. » Fin de citation. Vous croyez que ce sont les propos d'un fou? Pas du tout.
Il s'agit tout simplement de la doctrine officielle de l'État d'Israël en matière nucléaire. En 2012, Ron Rosenbaum écrit dans son livre « How the End Begins, The Road to a Nuclear World War III » qu'au lendemain d'un éventuel second holocauste, les sous-marins nucléaires israéliens répliqueraient non seulement contre les assaillants d'Israël, mais contre les piliers du monde, Moscou et des capitales européennes, aussi bien que contre toutes les villes saintes de l'islam. Et il rajoute « L'abandon du principe de proportionnalité est l'essence de l'option Samson. » Enfin, en avril 2012, Günter Grass avait écrit « Was gesagt werden muss », ce qui doit être dit en français. Un poème dénonçant la détention de la bombe atomique d'Israël et le silence hypocrite de la communauté internationale. Ce poème, le poète israélien Itamar Yaoskest lui fit une réponse par un autre poème intitulé « Le droit d'exister », dans lequel on peut lire ceci. « Si vous nous forcez une nouvelle fois à descendre de la surface de la terre vers ses profondeurs, et bien que l'humanité entière roule vers le néant. » Tout ceci vous laisse pantois et incrédule. Voici deux explications. Une première explication théologique. Pour un juif, la disparition du peuple élu de la surface de la terre est incompatible avec la survie de la race humaine, car cela signifierait que le peuple juif n'était tout simplement pas le peuple élu. Et l'explication politique. L'option Samson est tout simplement un chantage à la bombe nucléaire, dirigé contre les grandes puissances occidentales pour intervenir dans l'éventualité d'un conflit régional. Nous avons vu que ce chantage a fonctionné en septembre 1973. Néanmoins, l'option Samson telle que nous venons de la définir est indissolublement liée à l'anéantissement d'Israël, soit avant, soit après. Car l'Europe comme la Russie ont tous deux une capacité de riposte en deuxième frappe, avec leurs sous-marins nucléaires. Il est donc inconcevable qu'Israël n'ait pas prévu aucune étape intermédiaire. Eh bien, ma théorie personnelle est que le plan d'attaque des tours du 11 septembre est une étape préliminaire de l'option Samson, tenue secrète. Je m'explique. 1. L'objectif de l'option Samson n'est pas la destruction de la planète, mais d'aboutir à l'intervention des puissances occidentales, et principalement les États-Unis en cas de conflit régional. Deuxièmement, il existe d'autres moyens qui peuvent garantir cette intervention à moindre frais. Et parmi ces moyens, il y a l'attaque d'une cible sur le territoire des États-Unis. Or, aucune cible n'offre autant d'avantages que les tours du World Trade Center. Troisièmement, la similitude entre ces deux tours et les colonnes du temple des Philistins n'a pas pu échapper aux théoriciens du Mossad, toujours très imaginatifs. And it's very hard for me to see how the United States president can get us to war with Iran. So if, in fact, the Iranians aren't going to compromise, it would be best if somebody else started the war. Mais revenons à Dick Cheney et aux néoconservateurs. Bien entendu, beaucoup d'entre vous trouvaient inconcevable que des Américains fussent-ils plus sensibles à la sécurité d'Israël qu'à celle de leur terre d'adoption, aient pu commettre un tel crime. C'est un tort. Depuis que Madeleine Albright, petite fille de juifs morts à Auschwitz, a publiquement endossé et justifié la mort d'un demi-million d'enfants irakiens, rien n'est inconcevable. Ainsi, la version la plus vraisemblable sur les attentats du 11 septembre 2001 est celle-ci.
Ces attentats ont été imaginés par les néoconservateurs américains, juifs pour l'immense majorité d'entre eux, afin de créer le choc indispensable à la mise en route de leur projet de domination mondiale. Un projet né au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique et dont les chances de succès paraissent assurées du fait de la suprématie militaire américaine. George Bush aurait été piégé, ou bien aurait accepté l'idée comme le seul moyen de précipiter les États-Unis dans une guerre sainte afin d'éliminer Saddam Hussein au plus vite, et ainsi éviter un jour une escalade apocalyptique, armes nucléaires, armes chimiques, entre Israël et l'Irak. Ils furent probablement exécutés selon un plan secret que le Mossad garde comme une carte de la dernière chance avant le déclenchement de l'option Samson. Une opération utilisant des moudjahidines de la mouvance Al-Qaïda, mais sans lien direct avec leur chef Ben Laden. Infiltrés et encadrés par des agents israéliens sous le contrôle d'une chaîne de commandement autonome et secrète entre le vice-président Cheney et le NORAD. Tous autant assurés de ne jamais être désignés comme des coupables. Cette version des attentats du 11 septembre est, je crois, et de très loin, celle qui est la plus proche de la vérité. Car non seulement toutes les autres hypothèses se heurtent à un moment ou à un autre à une impossibilité de fait, mais encore tout semble y conduire, dans un enchaînement limpide de preuves matérielles et de déductions logiques. Là, effectivement, c'est très, excusez-moi, mais c'est très Thierry Messant, là, quand même. Hein. Vous dites, et si les services secrets israéliens avaient été au courant, et s'ils avaient laissé faire, parce que ça a aidé leur cause. Je dis simplement, et c'est un fait avéré, qu'il y avait en effet 60 Israéliens qui étaient logés, comme on dit en termes de métier, juste à proximité donc des terroristes du 11 septembre. Où? Terroristes du 11 septembre. Dans plusieurs endroits, en Floride, ouais. Aux endroits où les soi-disant terroristes étaient censés en effet s'entraîner. Et la chose très troublante, évidemment, c'est que la CIA, le FBI les ont arrêtés, les ont longuement interrogés, ont eu la preuve en effet qu'il s'agissait d'agents du Mossad. Et la chose tout à fait étonnante là aussi, c'est qu'il y a l'épisode, je dirais, qui a été repris dans toute la presse israélienne, juste au moment où les tours s'effondrent. Et ça c'est quand même tout à fait étonnant. Au moment où les tours s'effondrent, il y a une femme qui est en train de regarder le spectacle de cette tragédie et qui voit 3 jeunes hommes qui sont en train de sauter de joie, assis sur les toits d'un van blanc. Bon. Elle avertit la police devant évidemment leur attitude extrêmement suspecte et en effet la police les arrête et ils sont 4 à l'intérieur. Et on découvre qu'ils sont israéliens et l'un d'eux dit d'ailleurs écoutez nous ne sommes pas votre problème, vos problèmes sont nos problèmes et vos problèmes sont les Palestiniens. La CIA et les services de contre-espionnage donc les interrogent, on les met en prison, etc. Et on s'aperçoit que ce sont des agents du Mossad travaillant sous couverture pour une société qui s'appelle Urban Moving et qui est une société chargée de surveiller les islamistes radicaux. Bon, voilà. Et quand ils reviendront donc en Israël, la presse israélienne sera la première à s'indigner de leur comportement en disant qu'ils ont eu un comportement absolument choquant, car on retrouvera dans le van des photos d'eux, l'une d'elles notamment, où on voit, comme dans un concert d'ailleurs de rock ou de pop, l'un d'eux avec les tours en train de s'effondrer au fond, en train d'allumer donc un briquet. Ouais. Voilà. Vous pensez que le Mossad était au courant de l'attentat du World Trade Center? Je ne dis pas que le Mossad était au courant du World Trade Center. Il y a un moment, il faut se mouiller, parce que quand on dit tout ça, à la fin, il faut dire j'ai l'intime conviction que... Certainement pas. Non, mon intime conviction avec les Israéliens, probablement. D'ailleurs, il y a un journal, je cite un journal juif respecté new-yorkais qui s'appelle Forward, et qui dit qu'en effet, donc, on savait que ces gens, donc les quatre jeunes Israéliens arrêtés, étaient des agents travaillant pour le Mossad, bien sûr. C'est une chose qui est tout à fait reconnue. Mais vous savez, ce que je raconte aussi, c'est que Israël se livre à des activités d'espionnage aux États-Unis, il y a eu des problèmes récemment, extrêmement importants. Ouais. Non, je raconte dans le livre, et à plusieurs reprises, ils ont espionné la Maison-Blanche. Ouais. Et au moment même, ils ont effectué des branchements, et chaque fois qu'un président américain, et notamment le dernier mandat de Clinton, décrochait son téléphone, il y avait effectivement donc un transfert de la communication sur Tel Aviv ou Jérusalem immédiatement. Alors, vous confirmez ce qui était donné jusqu'ici comme une grosse intox, c'est l'histoire des messages
avertissant les employés. Vous parlez de la société Odigo. Oui, bien sûr. C'est vrai ça? Bien sûr, c'est vrai. Ça oui, s'est passé comment, Eric? Ça s'est passé très simplement. Odigo est une société de serveurs installée en Israël avec un certain nombre en effet de succursales aux États-Unis. Et deux agents, deux responsables de Odigo ont reçu un message 2 heures avant en effet la chute des tours. Alors la teneur de message effectivement n'est pas très claire, je veux dire, mais c'était un message avertissant en effet de l'imminence soi-disant des attentats. Et les responsables de la firme Odigo l'ont immédiatement transféré aux responsables israéliens et l'ont transféré également aux responsables américains. Pour la grande majorité des Occidentaux, la vérité sur le 11 septembre va se heurter à des obstacles psychologiques de taille. Inutile de revenir là-dessus. Sauf pour souligner que cela devrait les faire réfléchir sur le concept de responsabilité collective, si souvent employé à l'encontre des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et depuis quelques années des Français aussi. Car il est incohérent et injuste de ne pas reconnaître aux Allemands le droit de ne pas savoir ou de ne pas avoir cru les rumeurs sur ce qui se passait dans les camps à l'Est, et en même temps refuser aujourd'hui de regarder la vérité sur le 11 septembre. Et ce d'autant plus que l'on dispose d'un nombre infiniment plus grand de preuves de la vérité qu'ils n'en disposaient en leur temps. Ne parlons même pas des Français sous l'occupation. Quant à l'accusation de négationnisme, si fréquente dans les médias, je dirais à mon tour qu'elle illustre encore une fois cette technique de manipulation si chère au régime totalitaire qu'est l'inversion accusatoire. Le vrai négationnisme, c'est de nier les faits gênants, tels que l'effondrement de la tour 7 ou la présence de Norman Mineta dans le bunker de crise de la Maison-Blanche, qui conduisent immanquablement à valider la théorie du complot. Croire en la version officielle du 11 septembre, c'est croire en la version officielle des chambres à gaz. La version des nazis, s'entend, à savoir des salles de douche. Concernant ces néoconservateurs qui bien sûr ne sont pas fous au sens médical du terme, mais des loups dévorés d'ambition et sans scrupules. Un trait de caractère qui n'est pas sans rappeler un certain chancelier des années 30. Il est certain que leurs attaches avec Israël ont joué un rôle majeur de leur décision de mettre en branle un plan aussi diabolique. Au final, ce qu'a aussi révélé le 11 septembre, c'est bien que les États-Unis sont désormais les prisonniers de leurs protégés, prisonniers d'un chantage à la bombe nucléaire, qui met en évidence ce que beaucoup d'analystes, y compris des analystes israéliens, ont dénoncé depuis longtemps. La possession par Israël de l'arme nucléaire porte en germe le scénario biblique de l'Apocalypse.